Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séance de la première partie du cours de management. Aujourd'hui, nous allons étudier le système de production. Après avoir défini leur offre, les entreprises doivent choisir un système de production. Notre présentation se déroulera en 6 points. Dans un premier temps, nous allons essayer de découvrir qu'est-ce que c'est qu'un système de production. Dans un deuxième temps, nous allons établir une classification des systèmes de production. Puis, nous allons essayer de découvrir les critères du choix d'un système de production. Après, nous allons essayer de mettre l'accent sur les modes de pilotage de la production. Ensuite, nous allons mettre en lumière les outils de pilotage de la production. Et au final, nous allons traiter l'évolution des systèmes de production. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un système de production? Déjà, qu'est-ce que c'est que la fonction de production? La production en tant que fonction est une activité qui permet de transformer des matières premières en produits finis pour satisfaire une demande sur un marché. C'est une activité grâce auquel l'entreprise produit un bien ou service pour satisfaire une demande à l'aide de facteurs de production. La fonction de production est donc un élément de la structure organisationnelle de l'entreprise. Elle a pour objectif non pas seulement de produire des biens ou services, mais également de satisfaire la demande qui lui est adressée. Si la demande est élevée, la production doit augmenter. Si la demande diminue, la production doit également diminuer. Donc c'est question d'adaptation. La fonction de production a également pour objectif de satisfaire les besoins des clients. Donc c'est question de qualité. La fonction de production doit également garantir la compétitivité. Donc c'est question de gestion des coûts, de délais, d'optimisation des parcours entre les différentes étapes de la production, d'amélioration de la circulation des matières premières et des personnes sur la chaîne de production, de gestion de stock, etc. Autrement dit, dans un environnement concurrentiel, le dirigeant doit gérer la fonction de production en interaction avec l'ensemble des services de l'organisation, de façon à diminuer les coûts de fabrication du produit, améliorer la qualité des produits et réduire les délais de production et de livraison. À partir de ces définitions, un système de production correspond à la manière dont le processus de production est organisé au niveau des équipements, des matières et des opérateurs. Le processus de production englobe donc les étapes opérationnelles de fabrication d'un produit, de sa conception jusqu'à sa distribution. Cette production va mobiliser tout au long du processus des ressources humaines, matérielles et immatérielles, principalement de l'information. C'est un ensemble grâce auquel l'entreprise crée de la valeur. La gestion de la production met le dirigeant devant des contradictions, car il s'agit de trouver un processus de production économe en ressources et qui garantisse aux consommateurs la qualité attendue. Concernant les systèmes de production, alors là, chaque entreprise est unique dans la manière de s'organiser pour produire ses biens ou services. Toutefois, il est possible de réaliser une classification. Dans ce cas, on distingue le mode de production en série consistant à fabriquer des unités identiques du même produit. On peut les fabriquer en petite série, c'est-à-dire des produits en quantité réduite et personnalisés par la commande du client. À l'exemple de la fabrication des avions, des robots, du matériel de production, etc. Cependant, certains produits, tels que les navires ou la construction des immeubles, peuvent être identiques, mais on ne peut pas parler de production en série, car la fabrication se fait à l'unité, et le produit est fabriqué à la demande du client, et par conséquent, il n'y a pas de stock de produits finis. On peut aussi les fabriquer en grande série, tels que les vêtements de prêt-à-porter, les yaourts, les stylos, etc. Et ce sont des produits fabriqués en grande quantité, des produits standards, et dont la fabrication est source d'économie d'échelle.
c'est-à-dire qu'on va chercher à réduire les coûts de production tout en produisant des quantités élevées. On a également le mode de production en continu. Il s'agit ici de la production d'un seul produit tout le temps, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, sans interruption. En plus, toutes les installations en place sont dédiées à sa production, c'est-à-dire qu'on ne peut pas produire un autre produit différent. Le produit est généralement standard, mais les quantités sont indéfinies. Par exemple, la production du pétrole, du ciment, l'électricité, le sucre, etc. On distingue également le mode de production discontinu, qui consiste à fabriquer un produit en plusieurs étapes, plus ou moins indépendantes les unes des autres. Chaque étape peut être suspendue à tout moment de la production sans altérer la quantité du produit final. Exemple, lorsque la production des composantes des avions ou des voitures qui sont fabriquées par étapes et parfois sur des sites différents et lointains et assemblés sur le même lieu. Et au final, il y a le mode de production par projet. On dit également le mode de production à l'unité. Dans ce cas, le produit est unique, c'est-à-dire spécifique, et dont le processus de fabrication a une date de début et une date de fin. Ces caractéristiques sont définies par le client. Il ne peut pas être stocké. Il mobilise des ressources polyvalentes, parfois des ressources financières à la fois publiques et privées, et dont les composantes sont généralement fabriquées sur des sites différents, puis assemblées sur le même lieu. On peut citer comme exemple la construction d'un barrage, la construction d'un navire, le tournage d'un film. On peut même parler des projets d'infrastructure. Les 4 types de modes de production, on va essayer maintenant de les comparer par rapport à 2 axes, le volume de fabrication et la nature du produit fabriqué. Le volume de fabrication, c'est très simple. Il s'agit de répondre à la question, est-ce qu'on fabrique des quantités élevées ou bien faibles, ou même très faibles? Quant à la nature du produit, il s'agit tout simplement de savoir si le produit qu'on fabrique est spécifique ou bien standard. Un produit spécifique, il n'existe pas au moment où le client veut l'acheter. Il s'élabore chez lui. Il exige également un délai assez long pour sa fabrication et dont le coût de production est généralement très élevé. Le produit standard, quant à lui, est conforme à un type de fabrication ou norme de fabrication en série, généralement désigné par un packaging ou vendu sous une marque. Alors si l'on prend l'exemple de la production par projet, on sait déjà que la quantité fabriquée est très faible, et non seulement faible, mais parfois unitaire. Ensuite, les caractéristiques du produit sont intégralement définies par le client. Donc le produit est très spécifique. Par exemple, la construction de bateaux. Dans certains cas, on peut fabriquer 2 unités, même pour un seul client. Par exemple, construire 2 barrages dans la même région. Ces 2 produits, ils seront différents. C'est la raison pour laquelle on parle de production par projet. Lorsque l'on parle de production unitaire ou très petite série, le volume sera faible, c'est-à-dire une dizaine au maximum, et la spécificité est élevée. Mais les quantités de produits fabriqués partagent les mêmes caractéristiques. Par exemple, un client qui commande 5 avions avec les mêmes caractéristiques. Vous avez également la production discontinue, et c'est le mode de production le plus répandu pour la fabrication de produits de grande masse ou bien des produits en grande série, comme la fabrication des produits de grande consommation. Le volume est élevé, mais la spécificité est réduite. Et on a la production en continu. Il s'agit ici de la production d'un seul produit, de manière régulière et sans interruption. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter la production sans altérer sa fabrication. Les équipements qui lui sont dédiés sont à vocation spécifique et l'essentiel de la production est automatisé. En plus, les opérateurs sont nombreux et peuvent avoir un simple rôle de contrôleur. Ce mode de production est généralement utilisé pour la fabrication de quantités très élevées et même des quantités indéfinies.
par exemple la production du pétrole ou bien la production de l'électricité. Concernant les services, il faut savoir que le service, comme tout bien économique, fait l'objet également d'une production. Il nécessite des investissements et la consommation de biens intermédiaires. Par nature, le service est un bien immatériel et non stockable. Cette nature particulière rend son processus de production particulier. D'abord, le service est coproduit. Sa production n'est réalisable que par la participation conjointe de l'entreprise prestataire et de celle du client. C'est-à-dire que le client fournit au prestataire l'ensemble des informations indispensables à la réalisation du service. Il peut être amené à coopérer à certaines étapes de sa réalisation. Par exemple, chez le coiffeur, le client définit son besoin, puis l'ajuste tout au long de la coupe, en précisant ce qu'il souhaite. En plus, le service est personnalisé. Il ne sera jamais exactement le même d'un client à l'autre. Et enfin, le service peut être créé en série, à l'exemple des services financiers d'une banque, ou à l'unité. Par exemple, la coupe de cheveux qui change d'un client à l'autre. De ces particularités de production, de nombreux auteurs ont dégagé le concept de serviction pour définir les systèmes de production de services. Ainsi se dégageraient de ces systèmes deux catégories d'activités. Les activités en relation avec le client, ce qu'on appelle le front office, et les activités sans la présence du client, ce qu'on appelle le back office, notamment la fabrication des éléments socles du service, c'est-à-dire ceux qui ne changent pas d'un client à un autre. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est de quoi dépend le choix du mode de production, c'est-à-dire comment les entreprises font pour choisir entre un système de production et un autre. Alors là, on peut citer trois critères. Le premier critère, c'est la nature du produit fabriqué, c'est-à-dire sa complexité, sa diversité et son degré de standardisation. Par exemple, un bien de grande consommation tel que les yaourts, les stylos, les boissons gazeuses, etc., elles sont généralement fabriquées en série. Par contre, un bien spécifique, c'est-à-dire complexe à la logique de projet ou bien fabriqué sur mesure, tels que les barrages, les vêtements de haute couture, elles sont généralement fabriquées à l'unité. Dans le cas d'un bien unique, très standardisé, non stockable, fabriqué en quantité illimitée, tel que le pétrole, il est généralement produit selon le mode de production en continu. Le deuxième critère, c'est l'environnement, qui procure des contraintes et des opportunités que les organisations doivent prendre en compte dans la production. Pour ce point, je vous envoie à la quatrième séance pour l'approfondir. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous prie de faire pause à cette vidéo et aller la voir puis revenir continuer. Le troisième critère est les destinataires des produits. Depuis des années, les clients sont de plus en plus exigeants sur la qualité des produits. Et grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, ils interviennent davantage dans le processus de production, notamment pour satisfaire leurs besoins de personnalisation. Aujourd'hui, les clients interviennent depuis la conception jusqu'à la distribution. Ils peuvent exiger des caractéristiques particulières au moment de la conception, ils peuvent exiger des matières premières particulières au moment de l'achat des matières premières, il peut exiger une façon de faire au moment de la production, etc. À l'exemple des clients de NAC qui peuvent choisir sur Internet toutes les caractéristiques de leur paire de chaussures. Concernant le mode de pilotage de la production, il existe deux grands modèles de gestion de la production. Le modèle de production sur stock, où les flux sont poussés de l'amont vers l'aval, et le mode de production sur commande, où les flux sont tirés de l'aval vers l'amont. Dans le premier cas, le mode de production est basé sur une anticipation de la demande qui conduit l'entreprise à faire des prévisions de vente et de production. Au moment du lancement de la production, il est donc indispensable pour l'entreprise de constituer des stocks de matières premières, de produits finis, semi-finis ou intermédiaires. Ce mode de gestion implique de tout déterminer à l'avance et de ne jamais être en rupture de stock, ni dans la vente, ni dans la fabrication. On parle alors de pilotage par l'amont, puisque c'est la direction qui décide des quantités à produire.
le déclenchement de l'ordre de fabrication va entraîner d'autres qui vont se succéder au fur et à mesure de l'élaboration du produit, jusqu'à son stockage puis sa vente. On dira que la gestion se fait à flux poussé. Ce type d'organisation est souvent utilisé soit pour des biens dont le délai de fabrication est supérieur au délai de livraison, soit pour diminuer le coût de production des biens fabriqués. Concernant le deuxième mode, alors là c'est le client qui décide et on doit attendre une commande ferme de sa part pour fabriquer. Le déclenchement de la production se fait par le client final. On parle de pilotage par l'aval. Les ordres de fabrication remontent le long du processus de fabrication, déclenchant si nécessaire une commande et une livraison de biens nécessaires à la future fabrication. La production se fait donc à flux tiré. Il y a peu ou pas de stock, c'est pourquoi on parle de gestion de production en juste à temps. Le juste à temps est une méthode de production qui consiste à produire en flux tendu, c'est-à-dire en fabriquant uniquement à la demande du client et en achetant selon les besoins. Cette méthode permet de tendre vers le zéro stock, de n'avoir aucun invendu et de satisfaire au mieux les besoins de personnalisation du client. Le principe de juste à temps a été vulgarisé sous la forme du modèle des 5 zéros. 5 zéros, c'est-à-dire zéro stock, on parle d'une production à la commande. Dans ce cas, on ne produit que ce qui doit être vendu. Il s'agit de maintenir les stocks au minimum. Un stock non seulement coûte et pénalise la flexibilité, mais de surcoût masque les problèmes de fluidité du processus. Le stock immobilise de l'argent et de la place sans générer de valeur ajoutée aux produits stockés. De plus, le stock doit être surveillé, ce qui constitue un facteur de dépense supplémentaire en matériel et en ressources. Il y a aussi zéro délai. On parle là d'une production en juste à temps, c'est-à-dire que c'est la commande du client qui déclenche automatiquement la production du produit ou service. Il y a aussi zéro défaut. Dans ce cas, le produit fabriqué doit avoir une qualité irréprochable. Le coût d'un retour en usine est excessivement onéreux selon le type de produit. Par exemple, le retour en usine de véhicules en raison d'un défaut mécanique ou technique. Le coût de la non-satisfaction des clients est également à prendre en compte, car un client non satisfait est un client perdu. De plus, les contrôles de la qualité doivent être rigoureux et effectués à chaque étape du processus de fabrication. On produit alors la qualité demandée. Il y a aussi zéro panne. Dans ce cas, la meilleure façon d'assurer une production fiable et continue est d'éviter un arrêt de travail coûteux en temps et en argent et d'assurer le bon fonctionnement de l'outil de production. La fiabilité du processus de production est assurée par la mise en œuvre des principes de maintenance préventive. Il y a aussi zéro papier. Il s'agit là de limiter la production et la circulation de documents papier, de dématérialiser et informatiser la documentation et d'exploiter l'échange de données informatiques. Respecter la règle du zéro papier permet non seulement de générer des économies sur l'achat de consommables, mais aussi cette pratique est écologique, car elle permet de sauvegarder des milliers d'arbres en supprimant la consommation de tonnes de papier. Ce mode de gestion a de nombreux avantages. On a l'assurance de tout vendre, puisque tout est déjà commandé, voire déjà partiellement payé. Il permet d'éliminer les stocks. Il instaure également une relation particulière avec le client. Par contre, il dépend totalement de la fiabilité des livraisons et demande une forte flexibilité technique et organisationnelle. Maintenant, nous allons essayer de comprendre à travers un exemple les différents modes de pilotage de la production.
selon la nature de la relation avec le client, à savoir de la fabrication sur stock à la fabrication à la commande. Pour expliquer cela, on doit d'abord distinguer trois cas qu'on peut représenter sur un continuum. D'un côté, une entreprise qui fabrique et stocke le produit et le client vient chercher le produit chez elle, c'est-à-dire là où il est stocké, ou bien dans un magasin de distributeurs. On parle là d'une stratégie de fabrication sur stock, ou bien ce qu'on appelle MTS. De l'autre côté, on distingue une entreprise qui ne commence à fabriquer que si elle reçoit une commande du client, bien sûr dans la limite des quantités demandées. On parle là de la stratégie de fabrication à la commande, ou bien ce qu'on appelle MTO. Entre les deux, il y a des entreprises qui se contentent de fabriquer des sous-ensembles et s'arrêtent. Mais dès qu'elles reçoivent l'engagement du client, là, elles vont commencer l'assemblage du produit fini, bien sûr selon la commande. On parle là de la stratégie ATO. On ajoute également deux autres stratégies qui constituent les deux extrêmes de ce continuum. D'un côté, il y a la stratégie fabrication et livraison sur stock, et de l'autre côté, il y a approvisionnement et fabrication à la commande. On donne maintenant un exemple. On est dans une entreprise qui achète des matières premières auprès de ses fournisseurs. Ces matières premières vont alimenter le premier atelier dans lequel l'entreprise va fabriquer des produits semi-finis qui seront stockés pour alimenter plus tard le deuxième atelier dans lequel elle va fabriquer le produit final qui sera vendu directement ou bien à travers des magasins de distribution aux clients. Alors maintenant, si je suis une entreprise qui achète des matières premières et s'arrête en attendant la commande du client pour terminer le processus de fabrication, alors là, je suis une entreprise qui fabrique à la commande. Si je suis une entreprise qui achète des matières premières et qui fabrique des produits semi-finis et puis s'arrête, en attendant la commande du client pour assembler le produit final et terminer le processus, alors dans ce cas-là, je suis une entreprise qui assemble à la commande. Je peux aussi être une entreprise qui achète des matières premières, qui fabrique des produits semi-finis et qui fabrique le produit final. Du coup, le client va acheter le produit final directement chez moi. Je suis dans ce cas-là dans la stratégie fabrication sur stock. Je peux même réaliser une partie de la livraison. Livrer le client chez lui ou bien à proximité, c'est-à-dire à travers des magasins de proximité. Dans ce cas-là, ma stratégie sera fabrication et livraison sur stock. Maintenant, je suis une entreprise qui n'a même pas les matières premières. Dès que je reçois la commande du client, là, je vais passer de ma part la commande des matières premières pour commencer le processus de fabrication. Là, je suis dans la stratégie approvisionnement et fabrication à la commande. La question qui se pose maintenant, c'est quels sont les outils de pilotage de la production? Piloter un système de production suppose d'abord l'utilisation de logiciels qui vont le faciliter. Dans le cadre d'une production par l'amont, il existe des logiciels de planification des besoins en composants qui permettent de prévoir précisément la demande, de gérer la production ainsi que les ressources nécessaires. Il y a aussi des logiciels de gestion de production assistés par ordinateur qui sont utilisés aussi bien dans une production par l'amont que par l'aval, c'est-à-dire pour gérer les stocks, déclencher automatiquement les commandes et suivre en temps réel le processus de production. Piloter un système de production suppose aussi de confier tout ou partie de sa production à des sous-traitants, c'est-à-dire à faire sa production. Il existe trois types de sous-traitance. Une sous-traitance de capacité, où le donneur d'ordre estime qu'il ne dispose pas du savoir-faire adéquat pour réaliser un produit ou prestation. Il y a aussi la sous-traitance de capacité,
où le donneur d'ordre ne peut pas faire face à un accroissement d'activité avec ses ressources disponibles. Et il y a la sous-traitance de productivité. Dans ce cas, le coût de revient est plus intéressant chez les sous-traitants. La décision de sous-traiter est très importante car elle compte des avantages, réduction des coûts, report des risques sur les sous-traitants, etc. Mais également des inconvénients, tels que la dépendance, une qualité différente, des problèmes de délai, et ainsi de suite. Dans le cas où l'entreprise choisit de recourir à la sous-traitance, elle doit donc gérer sa logistique et d'avoir un processus de production sans goulot d'étranglement, c'est-à-dire des ralentissements de chaîne, ou au contraire, avec des ruptures de production. Pour ce faire, les outils informatiques tels que les logiciels qu'on a vus tout à l'heure, mais aussi la messagerie électronique et l'échange de données informatisées, permettent aux dirigeants de gérer l'ensemble des flux en provenance de ces partenaires. La logistique est la gestion des flux et d'informations, depuis la source d'approvisionnement jusqu'au point d'utilisation, aussi bien à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur. La logistique des flux conditionne la vie de l'entreprise et lui permet une optimisation de ses coûts. Suivant l'activité, les coûts logistiques varient de 5% à 30% du chiffre d'affaires. Dans un environnement économique instable et face à une demande des consommateurs toujours plus exigeante, elles doivent optimiser leurs flux pour générer des marges. Il s'agit donc de produire moins cher, plus vite, sans ou avec peu de stock, et de réduire les délais. Il y a quelques années, la durée de vie des produits tels qu'un réfrigérateur se comptait en une dizaine d'années. Aujourd'hui, bien que l'on sache faire des produits performants, leur durée de vie est plus courte. C'est en partie parce que nous voulons des produits qui suivent de très près l'évolution technologique que les produits vieillissent vite. C'est pourquoi l'entreprise doit d'un côté pouvoir offrir aux consommateurs des produits toujours nouveaux et de l'autre côté devoir contenir ses coûts pour battre la concurrence. Grâce aussi à l'utilisation intensive des nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'entreprise s'efforce de s'adapter à ce nouveau rapport entre le système productif et le marché en recherchant de nouveaux modèles d'organisation productive. Dans le secteur de l'automobile, par exemple, de nouvelles méthodes de production permettent déjà d'effectuer des modifications sur le produit en fonction de la demande du marché. Par exemple, choix du modèle, cylindrée, couleur, etc. C'est le jeu des options qui personnalisent le véhicule. Dans les ateliers de l'usinage de la tôle, des systèmes de découpage et d'usinage gérés par des contrôles informatiques permettent à modifier à volonté les profils et les dimensions et donc le produit final sur la base des commandes du client. Dans le secteur des biens de grande consommation, on tend à traiter ou à conditionner avec une même ligne de travail des produits différents, avec une seule modification du programme de travail. Avant, les usines étaient des lieux figés de la production. Ils étaient organisés sur la base du modèle scientifique de l'organisation de travail, créé au début du XXe siècle par Taylor, et qui s'est rapidement diffusé dans les grandes sociétés. C'est un point que nous allons traiter dans la prochaine vidéo. Ce système avait beaucoup d'inconvénients. Il nécessite de gros investissements pour avoir des équipements et acheter de la matière première, l'accumulation des stocks de produits semi-finis dans les stations d'attente des différentes lignes de travail, des stocks élevés de produits finis en attente d'un client, etc. Aujourd'hui, l'objectif principal de l'entreprise est de trouver des solutions pour affronter le marché et réduire ses coûts de production. Et le mot-clé pour cela, c'est la flexibilité. La flexibilité est aujourd'hui atteinte grâce à l'intégration de l'informatique et le robotisme dans le processus de production et dans le contrôle du produit final. La robotisation, c'est l'utilisation de robots pour effectuer des tâches simples, répétitives et souvent pénibles à la place de la main-d'œuvre. L'informatisation, quant à elle, c'est l'utilisation d'ordinateurs dans la gestion de production. La flexibilité exige la mise en place d'ateliers flexibles,
C'est-à-dire que dans un même atelier, l'entreprise peut changer de modèle de produit, de système de production, de volume à produire en fonction de la demande. Dans ces ateliers flexibles, l'homme avant, il était un exécutant spécialisé confiné dans un rôle rigide. Aujourd'hui, il doit imaginer la flexibilité. Il est à l'origine de la conception et de la programmation du système de la production. L'atelier flexible ne sera donc efficace que s'il est piloté par l'homme, qui verra ses tâches s'enrichir et ses responsabilités se développer. Dans ces ateliers flexibles, les opérateurs n'interviennent pas directement dans le processus de fabrication et limitent essentiellement leur intervention à l'entretien. Cette vidéo touche à sa fin, je vous dis bonne révision et à bientôt.